nous parle de notre histoire, nous raconte les chapitres de ce qui s'est passé pendant la durée de la vie de l'univers, qu'on évalue maintenant à 14 milliards d'années. C'est long, 14 milliards d'années. C'est cette histoire, notre histoire. Le deuxième volet, c'est, donc je disais, quel rapport entre l'astronomie et l'écologie. L'écologie, c'est, elle vous dit, c'est bien beau tout ça, mais attention, c'est menacé. Toute cette merveilleuse histoire qui est la nôtre est menacée. Nous pourrions disparaître et nos conditions de vie, en tout cas, pourraient se détériorer considérablement si nous n'y prenons pas garde, si nous ne devenons pas vraiment actifs. Et ça, il faut se rendre compte que c'est une situation qui est grave. Je crois qu'on peut le dire comme ça. C'est une situation qui est grave quand on voit, vous savez, vous entendez à la télévision, dans vos journaux, tout ce qu'on vous dit sur la pollution, le réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité. Il faut prendre conscience de cela, que notre situation n'est pas garantie. Donc, le rapport entre l'astronomie et l'écologie, c'est l'astronomie et toutes les sciences, c'est le passé, c'est notre histoire, comment nous en sommes venus à être ici. L'écologie, c'est comment y rester dans les conditions convenables. Voilà. C'est pour ça que ça m'a, moi, motivé de me dire, mais vraiment, il y a un problème là, et je me suis senti obligé, intéressé et obligé d'essayer de faire quelque chose pour aider justement, pour aider l'humanité, je ne parle pas des grands mots, je parle pas, mais pour aider les êtres humains, disons, à, alors je vais résumer en un mot, c'est redonner la nature aux hommes. Ce qui se passe ici, je trouve ça vraiment excellent, c'est cette région qui a eu des problèmes très graves, qui a été complètement dévastée par ce qui s'est passé, vous connaissez, eh bien, qu'il y ait des personnes qui disent il faut que la vie continue, il faut qu'on fasse quelque chose, et on va profiter, c'est ce que je trouve astucieux, de cette catastrophe, justement, parce que ça donne une possibilité d'agir. Il faut reconstruire cette région, on va la reconstruire d'une façon à qu'il y ait un avantage positif, c'est-à-dire que la nature, quand je parle de la nature, je parle des fleurs, je parle des oiseaux, je parle de tout ce que nous aimons bien, reviennent ici. Ça, pour moi, c'est la beauté de ce projet, c'est d'intégrer, pendant que c'est le temps, pendant que ce n'est pas encore déterminé, pendant que ce n'est pas encore fixé, de voir à ce que la vie ici devienne plus vivable qu'elle était dans la période antérieure, où il y avait beaucoup d'économie, bien sûr, mais il n'y avait pas ce bonheur, justement, de se ressentir dans la nature. Et ça, comme vous le savez, c'est un des fléaux de notre vie moderne, c'est qu'on est coupé de la nature, on la voit au travers de nos voitures, et on n'est plus dedans comme l'étaient nos parents, nos grands-parents depuis longtemps. On n'a plus ce contact avec la nature. Et ce que nous savons aujourd'hui, c'est que ce contact, il est indispensable. Et là, je vais vous donner une information que j'ai appris récemment, que je trouve impressionnante. Aux États-Unis, il y a des hôpitaux qui ont fait l'expérience suivante. Ils ont mis dans leur terrain, qui était comme ici, beaucoup de plantes, beaucoup d'arbres, et ils se sont aperçus qu'il y avait des bienfaits directs de cette présence de la nature sur la durée des convalescences. Nettement, les convalescences, les gens qui étaient opérés, qui avaient à vivre pendant une certaine période au lit ou proche, eh bien, ces gens guérissaient, arrivaient notablement plus vite quand ils étaient dans une ambiance de nature où ils avaient des oiseaux et des fleurs. Ça fait partie de nous. C'est quelque chose qu'on découvre, qu'on ne soupçonnait pas. Nous avons besoin d'avoir la nature, comme disait notre ami, à portée de pantoufles. J'aime bien cette idée que pendant le jour, au lieu de voir du béton et des voies ferrées, vous voyez des feuilles et des fleurs, et apparemment, c'est positif. Ça fait vraiment du bien. C'est visible dans le fait que les convalescences sont moins longues. Alors, j'ai l'écologie de ces problèmes, de ces inquiétudes, de ces menaces, et je vais le faire en vous racontant deux histoires différentes. Une belle histoire et une histoire que j'aime appeler la moins belle histoire. Alors je commence avec la belle histoire, c'est... Voilà. La belle histoire, c'est une histoire qui dure depuis 14 milliards d'années.
c'est l'histoire de nous. C'est l'histoire de ce que ça a pris dans le passé pour que nous soyons présents ici. Et la belle histoire, c'est donc celle-ci. Et ça, comme l'idée prémanente sur l'univers, c'était que l'univers a toujours existé, qu'il existera toujours, et qu'il n'y a pas de changement, que rien ne change. Cette idée qui avait été développée par Aristote il y a 2500 ans est restée la pensée dominante pendant tout ce temps-là. Et puis, en 1925, il arrive quelque chose d'important qui va changer, qui va nous montrer que cette idée est fausse et qui va changer toute la façon de penser l'univers. Alors, 1925, c'est une période où on commence à faire on fait des télescopes depuis longtemps, mais autour de cette période, on commence à faire des gros télescopes. Des gros télescopes qui permettent de voir l'univers avec beaucoup plus de distance que ce qu'on voyait qu'on connaissait auparavant. Et c'est grâce à ces constructeurs de télescopes, ça moi je rends hommage aux constructeurs de télescopes, qui ont changé notre façon de voir le monde, justement, en nous faisant voir des choses qu'on ne pouvait pas voir, que vous ne voyez pas à l'œil nu. Et là, vous allez voir un monsieur qui s'appelle Hubble, qui a donné son nom à la station spatiale. Monsieur Hubble, devant son télescope, vous voyez, ça commence à être un instrument important. Il observe le ciel, il observe le monde, et il va faire des découvertes fondamentales qui vont changer tout notre rapport à l'univers. D'abord, il va observer les galaxies. Avec les télescopes ordinaires, les galaxies, on en voit très peu. Lui, il peut en voir beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est une galaxie? Ben, je vais vous montrer. Voilà un exemple d'une galaxie. C'est un ensemble d'étoiles, comme le Soleil. Il y en a peut-être plusieurs centaines de milliards. Une galaxie contient plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Monsieur Hubble commence à étudier les galaxies. D'abord, il découvre qu'il y en a beaucoup. Pendant longtemps, on pensait qu'il y avait une galaxie, la nôtre, la Voie lactée. On découvre qu'il y en a beaucoup. Combien il y en a? Au moins, également, quelques centaines de milliards. On découvre tout d'un coup la dimension gigantesque de notre univers. Ça, c'est la première découverte que fait M. Hubble. On pense à vivre dans un univers tout petit, avec la Lune, le Soleil, quelques étoiles. On découvre que c'est absolument gigantesque. D'ailleurs, je vais vous montrer un document. C'est un document qui est assez récent. On est parmi les premiers à connaître ces choses. De quoi ça a l'air, l'univers, quand on la regarde de loin, dans ses plus grandes dimensions. Alors, voilà le document. On découvre, d'une part, comme je vous le dis, que l'univers est fait de galaxies, qu'il y en a des centaines de milliards, et vous allez voir un peu une image. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières, s'il vous plaît? Semi-obscurité. Ce que vous voyez là, c'est l'univers dans ses plus grandes dimensions. Chaque petit point ici est une galaxie. C'est une galaxie comme celle que vous avez vue tout à l'heure. Vous voyez? Il y en a donc des milliards et voilà une image de l'univers. Nous sommes parmi les premiers à voir ça. C'est grâce au fait qu'il y a des gens qui ont construit des télescopes. Alors ça, c'est la première découverte que fait M. Hubble. Mais la deuxième, qui est encore plus importante, je pense, c'est ceci. Hubble est là avec son télescope, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'il peut faire. Il peut, par exemple, mesurer les distances des galaxies, mais il peut aussi mesurer leur vitesse, c'est-à-dire montrer si elles s'approchent ou si elles s'éloignent. A priori, il se dit, bon, il doit y en avoir qui s'approchent, d'autres qui s'éloignent, ça doit être un peu au hasard. C'est pas du tout ça qu'il trouve. Ce qu'il trouve est tellement stupéfiant que lui n'y croira pas. Ce sont ses étudiants qui l'ont rassuré en lui disant « Non, vous n'avez pas fait d'erreur, ce que vous avez trouvé est tout à fait valable. » Il découvre que les galaxies ne sont pas dans des mouvements au hasard, mais dans un mouvement extrêmement organisé. C'est-à-dire, toutes les galaxies s'éloignent de nous. Elles s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. Vous voyez, ce n'est pas du tout un mouvement au hasard, c'est un mouvement très organisé à l'échelle de l'univers. Ce que nous appelons l'expansion de l'univers. Quand on dit l'univers est en expansion, c'est ça que ça veut dire. Et j'ai essayé de représenter ici, sur un petit schéma,
ce qu'on peut dire. Alors j'ai mis l'œil de M. Hubble au centre ici, vous voyez. Les petits points, ce sont des galaxies, et les flèches, ce sont des mouvements. Vous voyez, petite flèche, petit mouvement, près de nous, grande flèche, grand mouvement, loin de nous. N'en concluez pas que nous sommes le centre de l'univers. Toutes les galaxies, toutes les personnes situées sur les autres galaxies verraient la même chose. C'est un mouvement uniforme qui fait que les galaxies sont en mouvement. Qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous apprend d'abord que dans le passé, les galaxies devaient être plus rapprochées et qu'à l'avenir, elles seront plus loin. C'est-à-dire, il se passe quelque chose dans l'univers. Il y a du changement dans l'univers, contrairement à ce que Aristote pensait. Il y a du changement, et ce changement fait qu'il y a ce qu'on peut appeler une histoire. On passe de cette image qu'on avait d'un univers qui ne bouge pas, qui est fixe pour l'éternité, à un univers dans lequel il se passe des choses. Il y a une histoire. Le passé, le présent et l'avenir sont différents. Si rien ne change, il n'y a pas d'histoire. Il y a de l'histoire quand on voit qu'il y a du changement. Et du coup, les scientifiques qui pensaient voir un objet qui ne bougeait pas deviennent quoi? Ben, des historiens. Qu'est-ce que font les gens qui découvrent qu'il y a une histoire? Ils prennent les techniques des historiens et ils utilisent ces techniques pour essayer de faire quoi? Ben, de reconstituer cette histoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé dans l'univers? Par exemple, un des premiers éléments a consisté à le dater. Depuis combien de temps ça se passe, cette expansion? Bon, maintenant, on connaît assez bien ce temps, c'est à peu près 14 milliards d'années. 13,8, mais disons 14 milliards d'années. Vous allez demander qu'est-ce qu'il y avait avant. Je vous dirais, on n'en sait rien. Il y a beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais il y a des questions auxquelles on peut répondre, et ça, c'en est une. On peut dire l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce mouvement d'expansion se passe depuis 14 milliards d'années. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là et quel rapport cela a avec nous, justement? Alors, il va s'agir de reconstituer l'histoire, essayer de raconter, comme on raconte l'histoire de France, 1515 Matignon, etc. Donc, c'est la tâche que font les physiciens et les astrophysiciens depuis un peu plus d'un siècle maintenant. On n'a pas simplement avancé, je vais vous présenter quelques éléments importants. Cette histoire, on a deux moyens de l'étudier, deux auxiliaires importants. Le premier, c'est évidemment l'astronomie. On observe le ciel et on regarde tous les documents, tout ce qu'on voit, et on essaie de reconstituer l'histoire. Et ça, bien sûr, ça demande des télescopes beaucoup plus grands, ça demande encore plus d'observations, mais on a aussi une autre chose, parce que cet univers qui a cette histoire, il est dirigé, il est gouverné par des lois. Il y a des lois qu'on appelle les lois de la physique ou les lois de la nature, l'attraction, l'électricité, et donc pour reconstituer l'histoire, c'est important de connaître les lois qui président à cette histoire. Et là, on a un autre auxiliaire, c'est la physique. La physique, justement, c'est son rôle de nous dire quelles sont les lois de la nature, les lois de la matière. Et là, ce n'est pas des télescopes, ce sont des accélérateurs. Ça, c'est l'accélérateur qui est à Genève, près du CERN. C'est un accélérateur géant. C'est un cylindre de 27 km de circonférence. Et là, vous avez ici, si vous voulez avoir une idée, ici, vous avez un physicien, vous voyez? Ça vous donne une dimension de cet instrument qui, en parenthèse, est celui qui a détecté le fameux boson de Higgs dont on a parlé beaucoup il y a quelques années, qui est à la pointe de la recherche. Et c'est en associant les observations à très grande échelle, galaxies, étoiles, et les associations à très petite échelle, les atomes, les molécules, les choses invisibles à l'œil nu, qu'on arrive à reconstituer cette histoire. Mais là, donc ça c'est le travail qui se met en place vers 1925, qui progresse. Et puis là, il arrive que la nature, quand je dis la nature, mettez des guillemets, hein, je ne sais pas qui c'est la nature. Je dis la nature comme on dit la nature. Je ne fais pas de philosophie ni quoi que ce soit. Je reste sur le domaine scientifique. Et la nature, alors imaginez-la comme une fée, une princesse. Mettez des guillemets, bien sûr.
La nature fait un cadeau fantastique aux scientifiques, comme si elle voulait leur donner un coup de main en disant « Vous avez bien des problèmes, essayez de comprendre tout ça, je vais vous donner un coup de main. » Il arrive un événement en 1965, assez récent. 1965, ça se passe aux États-Unis. Moi, je travaillais à cette période à la NASA, on préparait l'unissement sur la Lune, et les Américains lançaient les premiers satellites. Les plus âgés se souviennent de cette période. Les Russes envoyaient des Spoutniks, les Américains étaient absolument terrorisés à l'idée qu'il y avait des communistes qui leur passaient au-dessus de la tête. C'était vraiment un événement important. Mais le problème, c'est que les Américains et les Russes lançaient des satellites, mais ils perdaient le contact avec eux dès qu'ils étaient au-delà de l'horizon. Alors, question, est-ce qu'on va continuer à envoyer des satellites puis on va les perdre comme ça? Donc, la NASA, l'agence américaine, demande à des ingénieurs de trouver un moyen de garder le contact avec les satellites. C'est-à-dire de faire des radiotélescopes, c'est ça que ça prend, qui puissent garder le contact avec les satellites. Ils font ça, ça marche bien, ça marche trop bien. Parce que ça marche quand il y a des satellites, mais ça marche encore quand il n'y en a pas. Qu'est-ce qui se passe pour que continuellement, il y a une espèce de friture? Vous savez, comme quand vous êtes à côté du poste, vous essayez de prendre un poste de radio, il y a de la friture. Qu'est-ce que c'est que cette friture? On n'arrive pas à le savoir, on pense que c'est des armes secrètes que les Américains préparent à Washington. Pas du tout, il n'y a pas de ça. Ça dure jour et nuit, toujours la même friture, à cette longueur d'onde, et ça dure 1 an. Et là, je ne vous donnerai pas les preuves de ce que je vais vous avancer, parce qu'on en aurait pour longtemps. On arrive à comprendre ce qui se passe. D'abord, comme il y en a partout, ce n'est pas une étoile ou une galaxie, c'est tout l'univers qui est plein de ce rayonnement. Et ce rayonnement, c'est un rayonnement qui a été émis au tout premier temps du cosmos, il y a 14 milliards d'années. Alors là, ça peut paraître gratuit, je vous dis ça, je ne peux pas vous prouver. Je peux simplement vous dire que toute la communauté maintenant est absolument d'accord sur l'existence de ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Ça veut dire un rayonnement qui a été émis au tout premier temps du cosmos et qui continue à être présent partout dans l'univers. Je vais vous en montrer des images. Ce rayonnement, évidemment, c'est une bénédiction. Quand vous voulez écrire une histoire, si vous avez une image de ce qui se passait au début, une image de ce qui se passe maintenant, ben, ça aide. Donc ça devient un aide fondamental, ce rayonnement fossile. Et je vais vous dire dans quelques instants qu'est-ce qu'il nous apprend. C'est cela qui est important. On l'appelle donc le rayonnement fossile, c'est-à-dire la plus vieille image du monde. Mais c'est une vraie image, ce n'est pas une image de synthèse, c'est une image comme réelle. Et je vais vous montrer le télescope de ces gens qui est quelque chose de très bricolé. C'était 2 personnes qui ont réussi en 1965, qui ont détecté ce rayonnement et qu'on a pu arriver à comprendre que cette image était une véritable relique fantastique, puisque c'est l'image de l'univers à ses premiers temps. Alors, avant de vous donner cette interprétation de ce que nous apprend, je vais vous parler un peu de notre univers tel que nous le connaissons. Une caractéristique importante, c'est que l'univers est très richement peuplé de structures de toutes dimensions, d'organismes, de systèmes. Donc on commence par de très gros systèmes, les galaxies, les plus petits, qui sont les étoiles. Les étoiles sont beaucoup plus petites, mais il y en a des bleus, il y en a des rouges, il y en a des jaunes. Et puis encore, dans l'échelle des dimensions, on arrive aux planètes, la Terre, Mars, Jupiter, enfin vous connaissez tout le système solaire. On continue, on arrive au niveau des satellites, des astéroïdes, et puis on arrive sur la Terre, il y a l'admirable variété de toutes les espèces animales et végétales, au moins 10 millions, chacune ayant sa structure, son organisme, et c'est là que nous sommes logés là, à cet endroit, c'est au niveau de la vie terrestre. Mais la vie terrestre, il y en a de la très grosse, il y a des baleines, il y a des éléphants, mais il y a aussi des bactéries, qui sont des structures très organisées. Vous savez, quand vous avez le rhume, vous savez que les bactéries sont capables, ils ont une activité.
On arrive ensuite au niveau des molécules, les molécules géantes, que sont l'ADN de notre code génétique, et puis les molécules simples, l'eau, le gaz carbonique, le méthane, l'ammoniac, et puis encore plus petit, on arrive aux atomes, les atomes comme le fer, l'or, enfin tout le tableau de Mendeleïev que vous avez vu sur les tableaux de vos classes scolaires. L'univers est très richement peuplé de structures de toutes dimensions. Ça, c'est la première prise de conscience de cela. Eh bien, ce que l'on apprend, ce que cette image nous dit, cette image réellement fossile nous dit, c'est que, je reprends la phrase de tout à l'heure, l'univers contemporain est richement organisé, l'univers initial, pas du tout. Il n'y a aucune galaxie, il n'y a aucune étoile, il n'y a aucune espèce animale, bien sûr, il n'y a même pas de molécules, il n'y a même pas d'atomes, pas de carbone, pas d'azote, d'oxygène, aucun atome, même pas de protons et de neutrons. L'image qui sort de ce moment initial de 14 milliards d'années, c'est un magma incandescent porté à des températures gigantesques et totalement homogènes. Et ça nous dit quoi? Eh bien, quand on met en rapport l'image initiale, ça nous raconte l'histoire, puisque ça nous dit l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de comment cet univers, au cours de ces milliards d'années, progressivement s'est structuré. Comment sont apparus progressivement d'abord les atomes, ensuite les molécules, ensuite, sur la Terre en tout cas, les êtres vivants, et puis c'est là que nous nous plaçons, nous, qui sommes apparus il y a quelques millions d'années, et évidemment les galaxies et les étoiles. Donc l'image de l'univers, c'est l'image de ce qu'on appelle la pyramide de la complexité. Alors, je vais vous montrer un petit schéma de ce que ça veut dire. La pyramide de la complexité, c'est et pour nous, la plus complexe et la plus performante, eh bien, nous l'avons sous nos cheveux. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la belle histoire. La belle histoire, c'est notre histoire et comment elle est reliée à des phénomènes. Alors, je reprends. L'univers le plus ancien est sans structure. L'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise. Comment nous sommes apparus, puisqu'on parle de nous, dans cet univers, ce magma incandescent qui n'avait, lui, aucune structure au départ. Et je vous donne des exemples, par exemple, des atomes, tout ce que la physique nous apprend, tout ce que la science nous apprend aujourd'hui, la chimie, la biologie, la physique, l'histoire. C'est bon pour le moral d'apprendre des bonnes histoires comme celle-là. Nous sommes des merveilles fantastiques, mais c'est là qu'on va aborder la seconde histoire. Alors, avant de l'aborder, je vais vous montrer quelques images de ces lieux, qu'on appelle les hauts lieux de la complexité, ces images de là où des choses intéressantes se sont produites. Alors, une première image va vous montrer un thème important. Il y a des galaxies, mais il y a des collisions de galaxies. Il y a des galaxies qui entrent en collision les unes avec les autres. Et ça va jouer un rôle important dans notre existence. Vous allez voir pourquoi. Voilà une image. Ce que vous voyez ici, ce sont deux galaxies en collision. Ça, c'est le noyau d'une galaxie. Ça, c'est la seconde ici. Les galaxies, c'est pas solide, ça fait pas de toc quand ça entre en collision. C'est comme des nuages qui s'interpénètrent. Mais qu'est-ce que ça produit? Eh bien, ça produit des quantités énormes de nouvelles étoiles. Ces étoiles, ce sont ce qu'on appelle les étoiles géantes bleues. Vous les voyez ici tout le tour. Ces étoiles nous intéressent parce que c'est là que se forme l'oxygène. Le corps humain est à 60% composé d'oxygène. Donc l'oxygène de votre corps humain que vous touchez le matin, les atomes d'oxygène, ils apparaissent au départ là, grâce aux collisions de galaxies qui produisent des étoiles géantes bleues, lesquelles produisent ensuite de l'oxygène. Vous voyez comment tous ces événements cosmiques à grande distance, tout d'un coup, nous deviennent familiers. Ça fait partie de nous. Et en particulier, dans notre galaxie, il y a ce qu'on appelle la Voie lactée. Vous avez certainement vu, si vous êtes familier avec le ciel nocturne en été, cette bande blanche qui passe au-dessus de vos têtes s'appelle la Voie lactée. La Voie lactée, en voici une image. Cette Voie lactée, c'est là que naissent les étoiles.
c'est le lieu où notre galaxie a produit le Soleil et continue à produire des étoiles. Elle en produit plusieurs par année maintenant. On sait qu'elle en produit une certaine quantité. Cette Voie lactée, c'est donc le lieu où on trouve ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles. Et voici un exemple d'une pouponnière d'étoiles. Ce que vous voyez là, c'est une grande nébuleuse. Je vais commencer par vous montrer l'image suivante, ça va être mieux, je pense. Voilà où ça se passe. Là, vous assistez à un accouchement d'étoiles. Ce cylindre qui fait comme un gros cigare, c'est une nébuleuse gazeuse, opaque, froide, qui est en train de se condenser sous son propre poids. En se condensant, elle va former des étoiles qui vont être chaudes et qui vont briller. Et ce que vous voyez ici, ce sont des étoiles. Ça, c'est vraiment un accouchement. C'est comme un placenta. Et puis, vous avez l'étoile qui vient de naître ici et qui va s'envoler. Là, vous assistez aussi à un des hauts lieux de la complexité, le lieu où les étoiles naissent. Et ces étoiles vont naître, et en particulier, il y a 4,5 milliards d'années, on connaît aussi bien les dates, naît une étoile qui nous intéresse particulièrement et qui est le Soleil, évidemment. Notre Soleil naît dans des conditions comme ça, il y a 4,5 milliards d'années, le voici. Les étoiles, pendant toute leur vie, donc, brillent. Le cœur des étoiles est très chaud. Dans le centre du Soleil, il fait 15 millions de degrés. Quand il fait chaud, se produisent des réactions nucléaires. Exactement comme dans les bombes atomiques, exactement comme dans les réacteurs nucléaires. Ces réactions nucléaires ne sont pas destructrices, au contraire, elles fabriquent des atomes. Les étoiles sont des usines à fabriquer des atomes, et pendant toute leur vie, elles vont faire tous les éléments que nous connaissons, du carbone, du fer, de l'uranium, tous ces éléments sont nés là. Et à la fin de leur vie, elles vont mourir. Et comment vont-elles mourir? Eh bien, là, je vais vous montrer une image d'une étoile en train de mourir. C'est ce qui va arriver au Soleil dans 5 milliards d'années. Donc, pas de panique pour le moment, il n'y a pas de danger. Mais c'est ce qui se passe parce qu'on en voit beaucoup. Je vais vous montrer des photos d'étoiles en train de mourir, des étoiles agonisantes, peut-on dire. Alors, voici par exemple une image de cela. En train de mourir, c'est la petite tache blanche là. Qu'est-ce qui se passe? Elle meurt en se vidant de sa matière. Sa matière est expulsée dans l'espace, et là, vous voyez, toute cette matière se trouvait auparavant à la surface de cette étoile. Et elle se vide de sa matière, c'est-à-dire qu'elle va rendre ses moissons. La moisson qu'elle a fabriquée d'atomes, si elle était restée dans l'étoile, elle n'aurait servi à rien. Mais en mourant, elle les évacue par des grands vents très puissants, qui vont faire, par exemple, voici un autre exemple, voici une autre étoile en train de mourir, et voilà la matière qu'elle a éjectée. Dans cette matière, maintenant, il y a des atomes qu'elle a fabriqués. C'est comme si vous tirez le gâteau du four, vous allez chercher la moisson, et ça vous donne ce phénomène. Alors, il y a des étoiles qui meurent doucement. Le Soleil, c'est une mort assez tranquille, on est encore plus souvent, connaître. Mais dans certains cas, ce sont des explosions absolument gigantesques. Les explosions, en quelques heures, elles deviennent visibles d'un bout à l'autre du cosmos. Et je vais vous montrer une image d'un phénomène qui s'est passé le matin du 4 juillet 1054. Donc ça fait à peu près 1000 ans, ça va bientôt faire 1000 ans. Ce jour-là, des astronomes chinois qui observaient le ciel pour l'empereur, parce que l'empereur avait ses astronomes, les astronomes qui devaient lui donner les augures, les bonnes ou mauvaises nouvelles, ces astronomes ont vu apparaître, le matin du 4 juillet, une étoile extrêmement brillante, presque aussi brillante que le Soleil, plus brillante que la pleine Lune, visible en plein jour. Et puis, le jour suivant, elle a commencé à pâlir, à faiblir. Après un certain temps, elle n'était plus visible le jour, mais on la voyait la nuit. Et puis, après un an ou deux, elle a disparu complètement. Mais ces astronomes chinois étaient des hommes très minutieux qui notaient sur les cartes célestes le lieu où ils avaient vu cette étoile. Là, c'est dans la constellation du Taureau, c'est près de l'étoile Aldébaran.
les gens qui sont familiers avec l'astronomie savent ce que je veux dire. Eh bien, aujourd'hui, on a ces cartes, et grâce à nos télescopes, on peut dire, bon, ben, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui est encore là à cet endroit-là. Et là, vous allez voir des photos qu'on prend aujourd'hui, et vous allez voir, c'est assez impressionnant. Voilà ce qu'on voit. Ça, c'est les débris d'une étoile qui a explosé le matin du 4 juillet 1054 et qui continue à se répandre dans l'espace. Et pour les astronomes, les couleurs, c'est la signature. Par exemple, ce qui est vert ici, nous savons que ça, c'est de l'oxygène. Nous savons à quelle température, dans quelle pression, etc. Là, c'est de l'azote et de l'hydrogène. Nous pouvons dire qu'est-ce que cette étoile a fabriqué dans sa vie parmi tous ces atomes qui, après coup, vont nous constituer et constituer tout ce qui existe autour de nous, aussi bien la table que le ciel, que les arbres, etc. Donc, vous voyez comment on peut reconstituer les lieux où sont nés les atomes dans l'espace avec ces photographies. Alors, on va continuer notre histoire. Donc, le Soleil naît il y a 4,5 milliards d'années. Il a ses planètes autour de lui. Vous les voyez, avec Mercure, Vénus, la Terre, et Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. C'est le système solaire. La Terre, à sa naissance, n'est pas du tout comme elle est aujourd'hui. C'est une boule de lave incandescente, à plus de 1000 degrés. Et les images, là, ce n'est pas des photos, c'est des maquettes, mais c'est à peu près comme ceci. Voilà la Terre à sa naissance. Elle est bombardée par des quantités d'autres planètes, des météorites, c'est un vrai bombardement, tous les corps se rentrent les uns dans les autres. Voici encore une image de ce qui se passe à ce moment-là. Et il y a beaucoup de comètes. Et vous allez voir une très très belle comète. Une comète, c'est quoi? C'est une boule de glace qui vient nous rendre visite occasionnellement. Quand elle arrive sur la Terre, elle fond, évidemment, c'est une boule de glace. Et ça fait une planète bleue. Si notre planète est bleue, c'est qu'il y a des océans. S'il y a des océans, c'est qu'il y a eu des comètes qui ont bombardé. Ce n'est pas la seule source de l'eau, mais c'est une source importante de l'eau. Les comètes sont ce qui a apporté sur la Terre de l'eau. Et dans cette eau, alors là je touche un sujet un peu moins certain. Je vous dis ce qui paraît le plus convaincant, mais ce n'est pas tout à fait bien prouvé, mais c'est que on va maintenant plonger au fond des océans, et au fond de certains océans, on trouve des volcans. Des volcans qui émettent ces grandes trompes de vapeur, de fumée, pas de fumée, de vapeur, et à cet endroit, il est vraisemblable, mais pas certain, que c'est là que la vie est apparue. C'est là qu'il s'est passé ce véritable miracle que personne ne comprend vraiment. Comment il se fait que la Terre, qui est faite de matière stérile, à 1000 degrés, il n'y a pas de vie, évidemment, eh bien, après quelques centaines de millions d'années, elle est couverte de petits corps vivants, des petits planctons, qui ont une propriété, c'est qu'ils sont vivants. Ils se reproduisent, ils peuvent se produire, se déplacer. Et aujourd'hui, on est allé visiter le fond des océans, et qu'est-ce qu'on a trouvé? Là où il n'y a même pas de lumière, là où il fait noir à plusieurs kilomètres, on pensait qu'il n'y avait pas de vie, c'est pas de lumière, mais pas du tout. Il y a plein de vie. Voilà le genre de situation qu'on trouve à cet endroit. Des quantités de petits corps, de petits vivants, des vers, des trucs très étranges, tout à fait étonnants. Et on pense, mais je vous dis tout de suite, c'est pas sûr, ça reste encore incertain, que c'est le lieu où la vie est apparue. Ça ne nous explique pas comment c'est apparu, mais ça nous dit que c'est vraisemblablement là que la vie est apparue et qu'ensuite la vie a pris ses quantités de formes, bien sûr, comme ceci. Ce sont des chèvrefeuilles pour vous montrer un peu le produit. Et là, pour chacun d'entre nous, il se produit un autre événement formidable qui est le suivant. Vous prenez votre date de naissance, vous soustrayez 9 mois et vous observez quoi? Voilà. C'est le moment où, dans le ventre de votre mère, un spermatozoïde est entré dans une ovule
et vous êtes entré dans l'existence. Avant ça, nous n'existons pas. Nous sommes dans le néant. Cet événement, c'est un événement capital pour nous, qui est la rencontre, on appelle ça des rencontres créatrices, qui produisent ce qu'on appelle des propriétés émergentes, propriétés qui naissent de la rencontre, dont l'une est ceci, l'intelligence et la conscience. Voilà une très belle histoire, racontée, portée sur le milieu astronomique jusqu'à la Terre. Et maintenant, je vais vous proposer de faire un petit exercice. Je vais vous proposer de fermer les yeux et de dire « j'existe ». Simplement, vous fermez les yeux, vous dites « j'existe ». Vous dites « je suis à une conférence d'astronomie, il y a des gens autour de moi, je suis dans le monde ». Bon. Eh bien, vous venez de faire une des prouesses les plus fantastiques qui ait jamais été faite dans l'univers. Simplement, pour arriver à cette prouesse, il a fallu que... Alors, maintenant je vais vous parler du corps humain. Le corps humain, il est composé de particules élémentaires qu'on appelle les électrons et des quarks. Et pour faire un être humain, en dernière analyse, ça en prend beaucoup. Si vous voulez une idée du nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans votre corps, que nous douchons le matin quand nous allons prendre notre douche, tenez-vous bien, vous allez voir, ce nombre, c'est à peu près ça. C'est 1 avec 29 zéros. 10 puissance 29 zéros. 10 puissance 29, pardon. Eh bien, ces 10 puissance 29 particules, qui sont chacun d'entre nous, existaient déjà au premier temps, mais dans un état totalement différent. Elles étaient dissociées, elles se baladaient au hasard, un peu comme des boules de billard sur une table de billard qui vont tout droit devant elles jusqu'à ce qu'elles se cognent sur une autre, rien de très excitant. L'histoire de l'univers, c'est comment ces 10 puissance 29 particules se sont associées pour arriver à vous permettre de dire « j'existe ». C'est la merveille de l'intelligence et de la conscience, c'est notre rapport avec tout l'univers, c'est ce que la science nous enseigne aujourd'hui de façon crédible, je dirais. Si vous êtes un esprit critique, vous serez quand même satisfait de ce qu'on donne. Ce n'est pas de la fantaisie, de l'imagination, des contes de fées. C'est des choses qui sont démontrables, prouvables, etc. C'est la bonne nouvelle, ou la belle histoire que la science nous raconte de chacun d'entre nous. Mais il faut dire que maintenant, il faut aussi passer dans la vie. Il y a aussi des moins belles histoires. Il faut aborder aussi ce sujet. Et là, on va parler de la moins belle histoire qui est beaucoup plus récente. Elle se passe il y a à peu près 3 millions d'années. Là, j'avais mis 7, mais c'est une histoire qui n'est pas bien fixée. Il y a 3 millions d'années, sur la Terre, se produit un autre phénomène extraordinaire qu'on est loin de comprendre. Et c'est ce qui va débuter la belle histoire. Ce qui va se passer, c'est qu'un animal va recevoir, alors je mets des guillemets, un cadeau de la nature. Et ce cadeau va lui permettre de survivre. Parce que les êtres humains qui apparaissent à cette époque, nos ancêtres, sont vraiment très mal protégés pour la vie qui est très difficile à cette époque, où il y a des bêtes féroces, où il y a tous les dangers. Ils n'ont pas des griffes comme les tigres, ils ne courent pas vite comme les jaguars, ils n'ont pas de carapace comme les tortues, ils n'ont pas de serpents comme les vénins, pas de vénins comme les serpents, excusez-moi, mais ils sont quand même en but à cette difficulté qui se résume par les mots manger et ne pas être mangé. C'est ça le problème quand vous vivez dans un milieu comme ça, manger et ne pas être mangé. Comment ils vont faire puisqu'ils sont si mal armés pour se défendre? Eh bien, ils ont eu ce cadeau de la nature, vous savez, c'est comme la belle au bois dormant qui reçoit la fée qui vient lui porter un cadeau, et ils ont de l'intelligence. Et c'est grâce à ce cadeau de la nature que nous sommes là. Parce que s'ils n'avaient pas eu, ils auraient été bouffés rapidement par des tigres à dents de sable et toutes les bestioles qui existaient à cette période. Et c'est là que va se passer ce début de cette moins belle histoire. Un animal, donc, je vous ai dit, acquiert une forme supérieure d'intelligence. Pourquoi lui, pourquoi pas un autre, on ne sait pas. Cet animal, c'est un chimpanzé. On a toute raison de penser que nos ancêtres, d'il y a quelques millions d'années, sont des chimpanzés.
C'est des chimpanzés qui ont eu ce cadeau. Ça aurait pu être des dauphins, on ne sait pas pourquoi cet animal a été choisi, mais c'est ça qui est arrivé. Et à partir de là, c'est lui maintenant qui va avoir à exister dans cette situation qui est une situation pénible. Et on va maintenant parler justement de l'intelligence, de notre rapport avec l'intelligence. Comment l'intelligence dans la destinée humaine? Alors, en résumé, ce que je vous ai dit, les humains apparaissent en Afrique, maintenant c'est clair. Ils sont faibles et mal armés pour se défendre. Ils sont sauvés par leur intelligence. Et je vais vous raconter ce que j'appelle la séquence des armes. Parce que comment ils se défendent? Ils font des armes, bien sûr. C'est comme ça qu'ils peuvent arriver à coexister. La séquence des armes, ça commence par des armes très simples, des dards, des lances, et puis comme ils sont très intelligents, ils vont également faire des armes évidemment plus sophistiquées. Ils vont faire des fronts, c'est déjà mieux, on peut attraper des oiseaux dans les arbres. Et puis ils vont faire des arcs, des flèches, des arbalètes. Et puis ils vont découvrir de la poudre à canon, ils vont faire des fusils, puis ils vont faire des canons, puis ils vont faire des chars d'assaut, puis ils vont faire des bombes atomiques. Ils vont faire exploser les bombes atomiques et on aura Hiroshima. Alors, maintenant je vais vous raconter encore une anecdote importante. Ça se passe maintenant, on est en 1983. 1983, c'est le 26 septembre. Là, on est à Moscou. Dans l'arsenal nucléaire de l'Union soviétique, les gens qui ont le contrôle sur les arsenaux nucléaires, et les Américains et les Russes sont face à face comme des chiens de faïence, et on passe très près d'avoir une guerre nucléaire. Un matin, le 26 septembre, ce monsieur que vous allez voir, ce monsieur qui s'appelle Stanislas Petrov, est aux commandes. Il reçoit une information qui lui dit « Les Américains viennent de lancer des salves nucléaires vers l'Union soviétique. Elles seront ici dans 15 minutes. C'est à vous de réagir. » Il a le doigt sur le bouton rouge. Il a 15 minutes pour réfléchir. Il décide de rien faire. Pourquoi? Il l'a expliqué après. Il a dit « Je n'avais pas envie de démarrer une guerre nucléaire qui aurait pu éliminer l'espèce humaine. » Vous vous rendez compte? À ce moment-là, notre existence dépendait du jugement d'un seul homme, et un homme qui était devant un problème qui n'était pas facile à résoudre puisqu'il recevait des ordres, et qui a décidé, par son bon sens, de dire « ça n'a pas de sens ». Et ça, c'est intéressant. Il faut toujours réfléchir après coup, essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'en tirer des leçons. Ce qui s'est passé, en peu de mots, c'est que cette intelligence qui nous sauvait au début, maintenant nous menaçait et a failli nous emporter. Le rôle de l'intelligence, c'est progressivement changer, pas changer, mais additionner une composante, à partir de la composante bénéfique des débuts, une composante très possiblement maléfique. C'est-à-dire, ce qui s'est passé à cette période, ces bombes atomiques, c'est nos inventions, c'est notre intelligence, c'est nous qui avons fait les bombes atomiques. Ces bombes atomiques qui nous auraient à cette période éliminés, c'est pas la nature, le froid, les bêtes féroces et tout ça, c'est nos propres inventions. Et ça nous met en face de justement cette réalité que nous sommes aujourd'hui d'une telle puissance, d'une telle intelligence, et que nous avons ce qu'il faut pour nous détruire, et que nous sommes venus très près de le faire. Personne ne sait très bien comment on s'en est sorti. Il y a eu l'histoire de Cuba, il y a eu plusieurs moments où la guerre nucléaire était à 2 pas. Les plus âgés s'en souviennent à ce moment-là. On ne sait pas très bien comment on s'en est tiré. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, évidemment, ce problème nucléaire est moins tendu qu'il l'était dans les années 80, mais on a vu avec Trump et avec les Coréens que c'est redevenu, qu'on est à nouveau, il y a cette possibilité. Donc, notre avenir n'est pas assuré, et pas assuré contre nous-mêmes, c'est-à-dire que notre capacité de dominer notre intelligence. Et pour vous donner une idée, overkill power, le pouvoir de tuer tout le monde. Eh bien, on calculait la puissance d'un arsenal nucléaire
par sa capacité, ça ne veut rien dire, évidemment, on ne peut pas tuer tout le monde, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. On avait de quoi tuer tout le monde 17 000 fois. Ça vous donne une idée de ce qui aurait pu produire une guerre nucléaire. Eh bien voilà, l'idée, l'humanité aurait pu disparaître. Ça, c'est une première réalité, mais, comme dit la SNCF, un train peut en cacher un autre. Parce que maintenant qu'on a plus ou moins contrôlé la puissance nucléaire, c'est même pas si sûr, nous avons en face de nous une autre menace qui peut tout aussi bien nous éliminer, et c'est évidemment l'écologie, la mesure environnementale, la détérioration de notre habitat, tout ce qu'on connaît sur... Et là, c'est toujours la même chose, c'est encore nous-mêmes qui nous menaçons. Nous nous menaçons parce que la crise écologique contemporaine, c'est nous qui l'avons inventée. C'est nous qui l'avons inventée, c'est que nous sommes extrêmement puissants. Nous sommes deux. Notre influence est à l'échelle de la planète. Et cette influence nous est bien décrite par des photos satellites qui sont prises du ciel en regardant la Terre. Et voilà ce qu'on voit. Vous voyez que nous sommes partout. Le jaune, c'est les villes, les autoroutes. Le rouge, ce sont les puits de pétrole et le méthane que l'on brûle. Par exemple, ceci. Le mauve, c'est les feux de forêt. Et maintenant, regardez bien ici. Est-ce que vous voyez une petite tache verte dans la mer du Japon? Qu'est-ce qui est vert, qui brille, qui est visible à 400 km? On est dans des satellites, là, mais c'est pas au sol, on est à 400 km, et on voit une tache qui est pratiquement aussi grande, que le Japon lui-même. Qu'est-ce qui peut être visible comme ça? Eh bien, la réponse, vous allez la voir, c'est ceci. C'est ce qu'on appelle des pêches au lamparot. Ce sont des techniques de pêche dans lesquelles des milliers de petits bateaux, avec une lumière de longueur d'onde bien spécifique, il a fallu être très savant pour la trouver, prennent plus de poissons qu'on n'en a jamais pris dans le passé. Résultat, nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'ils ne sont reproduits. Vous voyez comment nous sommes confrontés à notre puissance. Nous pouvons augmenter notre puissance de pêcher, nous ne pouvons pas augmenter la production de poissons. C'est quelque chose qui nous échappe. La crise écologique contemporaine, elle est due au fait que nous avons toujours eu un comportement très saccageur vis-à-vis de la nature, mais dans le passé, ça n'avait pas tellement d'importance parce qu'il n'y avait pas tellement de monde. Mais que depuis, disons, la fin de la dernière guerre, nous sommes si nombreux et nos instruments sont si puissants que nous nous menaçons nous-mêmes. C'est ça le message aujourd'hui. Ce que nous devons aujourd'hui contrôler, c'est notre façon d'utiliser notre intelligence, parce que si nous continuons comme ça, nous disparaîtrons. Non pas dans un quart d'heure comme avec une bombe nucléaire, mais dans quelques décennies, on ne peut pas mesurer. Nous sommes confrontés à cette idée que nous avons développé tous les armements, tout ce qu'il faut pour nous éliminer, et que nous sommes souvent venus très près de le faire. Vous voyez, c'est l'urgence de ce problème qu'il faut considérer. L'urgence écologique n'est pas l'urgence nucléaire, bien sûr, mais elle est quand même très grave. Et je vous donne un exemple de notre comportement. Ça se passe au Brésil. Vous avez la forêt brésilienne, et puis vous avez tous les arbres qui ont été coupés. Et voilà un exemple de ce que nous faisons. On montre qu'aujourd'hui, en moins d'un siècle, les humains ont tué plus de la moitié des animaux. Il faut bien connaître ce qu'il y a. Nous sommes une espèce saccageuse, une des plus saccageuses qui ait jamais existé sur la Terre. Ça, il faut bien se rendre compte des choses. C'est comme ça existe depuis toujours, c'est pas récent. Mais aujourd'hui, ça atteint des dimensions telles que ça nous menace. On peut dire ceci, on peut dire, nous menons une guerre contre la nature. Personne ne veut mener une guerre contre la nature. Mais en pratique, nous menons une guerre contre la nature. Et si nous gagnons, nous sommes perdus. Voilà un peu de mots vraiment petit. Maintenant, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, on va étudier le passé de la vie sur la Terre pour voir comment on en est arrivé là. Et on va, par exemple, nous savons que sur la Terre, nous sommes une espèce, il y a eu des millions d'espèces avant nous.
des millions d'espèces sont apparues, certaines ont duré, sont encore présentes, la grande majorité ont disparu. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que des espèces disparaissent, puisque c'est ce qui nous menace. Et nous allons le demander à des animaux qui, eux, ont réussi à durer pendant longtemps. Et en particulier, on va demander aux tortues. Les tortues vont nous en... Les tortues, c'est un animal qui existe depuis 200 millions d'années, qui a traversé des crises sur la Terre, météoritique, géologique et tout ça, qui ont toujours réussi à s'en tirer. Et nous allons leur demander comment ils ont fait. Nous allons leur dire, nous, l'humanité, environ 7 millions d'années, et nous sommes déjà dans le collimateur. Vous voyez, on peut apprendre des animaux, en regardant leur comportement, comment ils ont fait pour durer. Et les animaux nous apprennent, nous disent les leçons fondamentales, qui sont, on peut dire, les suivantes. Les espèces qui durent sont celles qui savent vivre en harmonie avec la nature, c'est-à-dire prendre et donner. Sur ce plan, nous sommes nuls. Nous sommes au bas de l'échelle. Nous sommes le saccage en personne. C'est un phénomène qui nous découvrons que si nous n'arrivons pas à nous intégrer dans notre écosystème, si nous n'arrivons pas à avoir un comportement raisonnable qui considère l'existence de tous les animaux dont nous dépendons, nous périrons. C'est pas plus grave que ça. Nous, on peut dire c'est grave, bien sûr, mais vu le Sirius, une espèce disparaît, après tout, ça s'est passé un grand nombre de fois. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Eh bien, je vais essayer de défendre cette thèse, justement. Ce qu'il faut, c'est apprendre à vivre dans son écosystème. Et ça pose la question, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Est-ce que c'était une bonne idée de la nature de nous donner cette intelligence, si cette intelligence devait nous mener à nous autodétruire? On aurait pu dire, il aurait mieux valu naître des tortues, puisqu'on sait que les tortues, ça dure longtemps. Eh bien, on va essayer de faire ce qu'on appelle un scénario catastrophe. L'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Oui, quand elle saccage son environnement. Il faut revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Un humanisme élargi à toute la nature, nous n'avons plus de choix maintenant, nous sommes coincés. Nous allons nous demander, je vais revenir sur cette idée, imaginons que M. Petrov ait pris la décision différente et que nous soyons tous disparus. Nous n'ayons pas existé. Est-ce qu'on peut dire, c'est une simple anecdote, mais non. Qu'est-ce qu'on peut dire à la défense de l'humanité pour dire ce serait dommage? Nous disparaîtrions, mais pourquoi? Parce que nous avons fait beaucoup de bêtises, mais nous avons apporté des choses qu'aucune autre espèce n'a apportées, et qu'aucune autre espèce, en nous qu'on sache, ne pourrait apporter, et que si nous disparissions, ces éléments disparaîtraient aussi, et qu'on peut dire la Terre serait appauvrie parce que ce sont des éléments très importants. Le premier, c'est l'art, c'est la culture, c'est Mozart, c'est Beethoven, c'est la jeune fille à la perle, c'est la musique, vos auteurs favoris. Vous imaginez bien que si nous disparaissons, les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Tout ça disparaîtrait finalement. C'est-à-dire, oui. Deuxième élément, je vais reprendre ici, les termites n'épargneraient pas les Stradivarius. Mais ça continuerait. Et la vie continuerait vraisemblablement, mais ça manquerait. Le deuxième élément, c'est la science. C'est justement, nous sommes la seule espèce qui est arrivée à comprendre les lois de la nature, à comprendre l'histoire de l'univers, à comprendre l'essence de la vie et des systèmes biologiques. Aucune autre espèce que nous est arrivée à cela. Ce serait également une perte importante, et en particulier le fait qu'on perdrait notre capacité justement de voir ce que personne n'a vu, que ce soit les télescopes, avec les télescopes
pour voir ces somptueuses galaxies que personne n'a vues avant nous, ou les microscopes qui nous montrent la vie microbienne minuscule et tout ça. Ça, c'est le deuxième élément. Le premier, c'est l'art, la culture. Le deuxième, c'est la science. Le troisième, pour le décrire, je vais vous présenter une petite scène de la vie animale. Voilà un nid d'oiseaux, et dans ce nid, il y a 4 oisillons. 2 sont malades, 2 sont en santé. Les parents oiseaux nourrissent les enfants en santé et laissent mourir les oiseaux malades. C'est ce que nous apprennent les biologistes. Pourquoi? Mais simplement, le raisonnement est simple. Si un oiseau est en santé, il y a de bonnes chances que les gènes qu'il possède et qu'il pourra transmettre sont en santé. Donc il vaut mieux, pour l'avenir de la lignée, prévenir, guérir l'enfant, pas guérir, mais soigner l'enfant en santé que l'enfant malade. Ça paraît raisonnable. Maintenant, on va prendre une autre scène. Là, c'est une famille. Il y a 2 enfants. Un enfant qui est malade et un enfant qui est en santé. Les parents s'occupent de l'enfant malade généralement plus que de l'enfant en santé. Ce qui n'a pas de sens. Du point de vue de la logistique des gènes, on pourrait dire qu'il faudrait mieux soigner les enfants en santé. Les humains ne sont pas comme ça. Pourquoi? Ben, on découvre, la raison qu'on découvre, c'est que dans l'évolution est apparu chez les êtres humains un élément qu'on appelle la compassion. C'est-à-dire le fait de souffrir, de voir les autres souffrir. On est malheureux quand on voit les autres souffrir et on a envie de les aider. C'est là qu'est la base de la Croix-Rouge, évidemment, Amnesty International, toute la médecine, tout cela, ça vient de cet élément dont on pourrait dire que ce n'est pas rationnel, c'est affectif, mais c'est comme ça. La compassion, c'est l'élément qui fait que les êtres humains s'occupent des autres êtres humains et essaient de les aider parce qu'ils ne se sentent pas bien. C'est aussi simple que ça. Ils ne se sentent pas bien car si vous voyez quelqu'un souffrir, vous avez envie de l'aider. On est comme ça. Et ça, c'est l'élément important. Et donc, c'est ça qui est à la base de la Croix-Rouge, de l'Amnesty International, de la médecine, des hôpitaux. Donc, 3 éléments, l'art, la science et la compassion. Et maintenant, je vais vous parler de ce qu'on appelle le réveil vert. Le réveil vert, c'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes tous présents ici parce que nous sommes en faveur de l'écologie, de sauver la planète. C'est récent, mais pas si récent que ça. Pendant longtemps, les humains ont déploré le comportement saccageur de leurs confrères. Pythagore, qui vivait il y a 2000 ans, n'a pas de mots plus durs que pour les gens qui font souffrir les animaux, etc. Mais pendant longtemps, on s'est contenté de le déplorer. Et le moment où des humains commencent à dire « ça ne suffit pas de déplorer, il faut faire quelque chose », là, ça se situe à peu près en 1875, ça se situe aux États-Unis, en Californie. C'est une période où les massacres des animaux se produisent d'une façon absolument ravageuse. On vient de tuer 60 millions de bisons et on pêche les baleines à 50 000 par année. Et tout le monde est inquiet, se dit que les baleines, c'est terminé, on va vers l'élimination des baleines. À cette période, se produit ce qu'on peut appeler le début du moment où l'humanité décide de faire quelque chose, et de ne pas se contenter de déplorer, mais de faire des clubs animaliers, de faire des parcs animaliers, d'obtenir des législations, d'aller au gouvernement pour avoir des lois qui permettent de sauver la nature. Et je vous présente un des héros de cela. C'est un monsieur qui s'appelle John Muir, il mérite d'être connu. C'est un de ceux qui sont au départ de ce mouvement qui va donner, par exemple, aux États-Unis, les parcs de Yellowstone, les parcs de Yosemite, les lois de protection de l'environnement. C'est le début de cela. Donc, pour dire que ce n'est pas nouveau, c'est en marche, ça se produit, et ça perdure et ça augmente. C'est à la base de ces choses que vous voyez là. Ça se poursuit un peu partout, et ce qui se passe ici aujourd'hui en est un exemple. Et ça va produire, par exemple, les grandes conférences sur la nature, Rio, Paris en 2015. C'est un mouvement qui est en marche. Et ça, c'est important de le savoir, parce que souvent les gens pensent que c'est tout nouveau, que ça n'existait pas. Non, ça existe, ça prend de l'importance, et c'est important de le savoir, pour savoir qu'on est déjà engagé dans cela, qu'on est dans la poursuite de ceci.
Je vais vous donner deux moments critiques qui sont passés. Ça se passe en 1965. C'est Mme Rachel Carson qui écrit un livre qui s'appelle The Silent Spring. À cette période, aux États-Unis, on répandait du DDT partout pour éliminer les moustiques. Et elle écrit ce livre, Silent Spring, qui veut dire vous tuez les moustiques, mais vous tuez les oiseaux aussi. Donc le printemps prochain sera silencieux. C'est elle qui va voir Kennedy pour obtenir des régulations pour interdire les pesticides. C'est le problème que nous rencontrons maintenant, bien sûr, avec les glyphosates et tout ça. Et c'est une des héroïnes de ce mouvement qui se poursuit. Un autre, c'est Cousteau. Cousteau, c'est celui qui, à un moment donné, s'est rendu compte que ça se passe à Paris, que le CEA déversait des eaux radioactives dans la Méditerranée et qui obtient justement qu'on interdise tout cela. Donc c'est ça, il faut s'intégrer dans le fait que c'est quelque chose qui est en marche, que la détérioration se poursuit, on augmente encore, on coupe encore les forêts, on pollue encore beaucoup, etc. Mais il y a une force de restauration qui prend du poids, qui devient de plus en plus puissante et qui donne espoir. Moi je pense qu'aujourd'hui on peut dire, ça va être dur, la vie ne sera plus ce qu'elle était, notre planète, notre vie sera certainement plus austère parce qu'on n'aura plus d'énergie, on est allé d'épuiser des énergies, mais il y a tous les progrès des renouvelables et tout ça. Je dirais qu'un élément important, c'est savoir qu'il se passe des choses, parce qu'un des dangers, c'est le défi de la morosité. C'est un des pires obstacles à la production, à l'activité pour sauver la planète, pour sauver pas la planète elle n'est pas en danger, elle va continuer autour du soleil sans problème, mais pour sauver l'humanité, la vie et le confort de la vie et le bonheur de vivre en définitive, c'est important de savoir qu'il y a des choses qui se passent, et en particulier, bon, moi je suis président d'honneur de ce mouvement, Humanité et Biodiversité, justement, c'est notre rôle d'essayer de promouvoir et de montrer que nous sommes dans une dynamique en marche. Excusez-moi de copier M. Macron, mais c'est quand même une dynamique en marche qui se produit, qui se produit. Alors, l'idée et ce qui se passe ici aujourd'hui est typique d'un événement qui commence justement vers 1875, quand on commence à faire des clubs animaliers. Parce que là, il y a un grand débat entre deux positions. On veut sauver la planète, la vie, mais comment? Alors, il y a une école qui dit il faut mettre la nature sous cloche. Il faut essayer d'éviter la présence des humains, on fait des parcs animaliers, mais on ne permet pas les activités humaines. L'autre école, c'est de dire non, il faut considérer que les humains ont le droit d'exister, qu'on ne peut pas éliminer les humains, souhaiter qu'ils disparaissent, qu'ils dégagent, comme on dit. Il faut au contraire arriver à intégrer la conservation, la préservation de la nature avec l'activité humaine et la vie. On veut que la vie continue. Et ça, c'est pas simple. Évidemment, les deux extrêmes, éliminer les êtres humains, c'est simple, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Non. La meilleure solution, c'est d'intégrer les humains. Et justement, ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est que vous êtes justement dans un cas comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on élimine la présence humaine pour garder la nature telle qu'elle? Ou si on essaie d'intégrer l'activité humaine en faisant un écoparc dans lequel, à la fois, on continue à vivre, mais on préserve la nature. Ça, c'est l'élément clé des problèmes d'aujourd'hui. C'est un peu sauver la chèvre et le chou. Ça ne va pas être facile, mais c'est ce qu'on rencontre. Et c'est la tâche à laquelle il va falloir beaucoup d'imagination, beaucoup d'innovation, parce que ça pose des problèmes sérieux. Mais bon, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis content d'être ici et de voir ce qui se passe. C'est que justement, nous sommes dans un lieu où c'est en train de se faire et qui peut devenir un modèle pour les autres endroits. Parce que c'est un problème universel. Partout sur la planète, quand vous regardez les pays africains, asiatiques, vous voyez qu'ils sont dans le béton jusqu'au cou. Et nous savons, comme je vous ai dit tout à l'heure, que c'est malsain pour les êtres humains. C'est pas seulement que c'est triste pour la nature, mais c'est même malsain pour les êtres humains, qu'il faut réintégrer la nature, mais conserver la possibilité
d'avoir un salaire à la fin du mois, pour bien dire des choses comme elles sont. Donc, ça c'est l'avant-dernière chose. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est parler d'une responsable pour ceux d'entre vous qui veulent défendre la bonne cause, les écologistes ou écologues, on dit les deux. Il y a un double rôle, double objectif qui est souvent difficile à concilier. La première chose, c'est de dire la vérité, de dire les dégâts, qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas les nier. Si on nie, on perd la crédibilité. Mais la deuxième, c'est de préserver l'espoir. C'est-à-dire de dire, oui, mais il y a un avenir possible. Il faut se sauver de la morosité. Quand on dit c'est foutu, c'est foutu. Aussi longtemps qu'on a une attitude dynamique, active, ça reste possible. Donc c'est ça qu'il faut sauver. Voilà. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'on va faire ailleurs? Exactement la même chose. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'ailleurs possible, il est loin. Les premières planètes, exoplanètes qu'on commence à découvrir, sont à 60 000 ans de voyage. Qui va accepter avec sa famille de s'embarquer pour 60 000 ans pour aller coloniser? C'est vraiment une fausse solution. Je pense nous n'avons pas le choix. Ou bien nous apprendrons à vivre en harmonie avec la nature, ou bien nous disparaîtrons. Et comme je te dis, c'est arrivé très souvent. On peut dire que ce n'est pas très grave. C'est grave, mais c'est la réalité. On n'a pas le choix entre ces deux choses-là. Quelque chose qui est très présent aujourd'hui, dont on parle beaucoup, c'est la découverte de ce qu'on appelle la sociologie des arbres. Jusqu'ici, on voyait chaque arbre comme étant un individu fermé sur lui-même. Maintenant, nous découvrons, et c'est ce que montrent beaucoup d'études éthologiques, que les arbres échangent des informations, s'aident. Quand il y en a un qui est malade, on peut lui donner des vitamines. C'est quelque chose de nouveau et qui est extrêmement intéressant. Cette sociologie des plantes et des arbres qui ont beaucoup plus de possibilités de recevoir des informations, de les gérer, que nous étions les seuls intelligents. On découvre que dans la nature, il y a une immense intelligence, aussi bien au niveau des arbres qu'au niveau des cellules dont vous avez parlé. Ça, c'est des découvertes intéressantes de la science contemporaine. Alors, aussi, une autre question. L'intelligence augmentée. Je pense que là, il faut aussi retourner dans le passé, il y a 400 000 ans. À 400 000 ans, les êtres humains découvrent le feu. Le feu, c'est important. Vous pouvez chauffer votre maison, vous pouvez mettre le feu à la maison du voisin. On trouve ensuite l'électricité. Avec l'électricité, vous pouvez vous éclairer, vous pouvez faire des chaises électriques. C'est mis en évidence le fait que les inventions elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises, que l'important c'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qui décide. Par exemple, si quelqu'un veut faire de l'informatique sans qu'il risque de mettre en danger justement des éléments comme la compassion, il y a quelqu'un au départ qui le choisit. La machine elle-même ne peut pas choisir ça. Donc il faut toujours se rappeler que c'est les décisions humaines qui sont en définitive. Par exemple, aujourd'hui, il y a des conventions de ne pas faire des façons de se comporter qui soient indépendantes de toute possibilité de les contrôler. De ne pas mettre sur pied des machines qui sont elles-mêmes, qui décident elles-mêmes de ce qu'elles vont faire. Ça remet ça en évidence. Et ça met en évidence l'importance de ce qu'on appelle les comités de bioéthique qui, avant de lancer un projet, de dire quels sont les possibles méfaits de ce projet. Ça va être un gros problème, mais c'est un problème qui existe depuis toujours. Encore une fois, quand vous avez le feu, vous décidez de ce que vous faites. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne suis pas inquiet, pas plus inquiet que je pourrais l'être, j'aurais pu l'être dans le passé. On est certainement de plus en plus puissant, mais il y a encore la possibilité de contrôler notre puissance. Moi, j'espère. Oui, bonsoir. Oui, c'est un projet dans lequel
Si vous avez... nous ne pouvons rien contre la destruction de la forêt en Amazonie. Mais nous pouvons quelque chose sur les territoires que nous possédons. Si vous avez un balcon, ou même un pot de fleurs, ou un grand jardin, vous pouvez vous associer à nous dans ce mouvement qui s'appelle Oasis Nature, dans lequel vous vous engagez moralement, évidemment c'est un engagement moral, que chez vous, on va préserver la nature. Chez vous, on ne va pas détruire la vie, on ne va pas utiliser de pesticides, etc. Et ce club, c'est faire un réseau. Il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, qui se sont associées et qui vivent de cet avantage qu'eux se disent, moi, je m'oppose, je suis actif. C'est-à-dire, vous évitez la morosité. La morosité, c'est quand on dit c'est foutu, il n'y a rien à faire. Mais on a vu par exemple des écoles qui avaient des dépotoirs près de chez eux. Les enfants ont nettoyé les dépotoirs, ils ont fait des jardins, ils ont fait des repas. C'est festif. Ce qu'il faut arriver, c'est à cultiver un dynamisme. Les points précis, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Dans les librairies, il y a plein de livres où c'est écrit 60 gestes pour sauver la planète ou des choses comme ça. C'est plutôt, affectivement, développer un dynamisme, une envie d'être actif. Une envie de dire, moi, chez moi, en tout cas, je préserve la nature. Et ça, c'est un sentiment important, moralement, psychologiquement. À la fois, vous préservez la nature, mais ça vous nourrit de penser que vous n'êtes pas dans ce mouvement dépressif. Donc c'est ça qui est notre principal conseil quand on nous demande qu'est-ce qu'on peut faire. On dit une chose que vous pouvez faire, si vous avez quelques mètres carrés de terrain sur lequel c'est vous qui décidez, ben, faites ce geste. Et le fait d'être associé, il y a des petits journaux qui échangent des conseils et tout ça. C'est ça notre proposition. Et le côté astronomie, est-ce que vous proposez des observations Il n'y a pas vraiment de rapport là. C'est des enfants qui sont curieux, des enfants qui s'intéressent, des gens qui s'intéressent au ciel, bien sûr. Il y a des clubs d'astronomie avec des télescopes et tout ça. Ça existe et c'est important. C'est important que les enfants soient initiés à la nature. Je pense qu'un des conseils les plus importants qu'on peut donner aux parents, c'est d'amener leurs enfants dans la nature. Ce n'est pas nécessaire de faire des discours. Il suffit de montrer que vous vous intéressez à la nature, que vous aimez la nature. Ça, quelque chose qui va se sentir, se sentiront beaucoup mieux que simplement leur faire des cours à l'école, etc. Je ne crois pas à l'enseignement sur ce plan, je crois à l'affectif. Que vos enfants sentent que vous appréciez, ils vont l'apprécier. Merci. Bon, je pense qu'on va...